Donc, bon midi à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rencontre pour une rencontre des gestionnaires en dépendance itinérance. Et l'objectif est d'avoir une discussion organisationnelle sur la thématique, effectuer une évaluation adaptée, débuter rapidement le service ou le traitement et choisir le meilleur contexte de soins, qui est la proposition 5 du guide TIO qu'on a produit et qu'on est en train de décortiquer avec vous tous depuis quelques rencontres. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec ma collègue Marie-Ève Goyer, qui est directrice scientifique de l'ESCODI. Bonjour Marie-Ève. Et j'ai la chance d'avoir Rachel Benoît, qui est coordonnatrice à la mobilisation et au transfert des connaissances du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations, le CREMIS. Bonjour Rachel. Alors, je vous rappelle que les objectifs de ces rencontres, surtout celle-ci, est de regarder le contenu de la proposition 5 du guide et la déclinaison dans une optique d'amélioration des pratiques, et ce, pour les équipes de soins partenaires et les services de santé et les services sociaux, et de créer un espace d'échange sur l'application et la proposition par le partage des pratiques et des expériences des participants. Donc, vous tous qui êtes avec nous aujourd'hui, comment vous déclinez la proposition, comment vous voyez autrement, puis quelles sont vos solutions justement pour offrir de bons soins. Annie, ma collègue, vous envoyez par courriel dans la trille d'agenda des questions déjà là, pour se mettre en tête puis se préparer à l'échange. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les équipes, la proposition 5? Qu'est-ce qui doit être mis en place pour le réseau et pour les équipes puissent mettre en application le contenu de ces propositions-là et de bien expliquer. Dans le fond, l'idée, c'était de se permettre d'avoir cet échange-là. Donc, on va être encore dans la formule comme la dernière fois où on va vous déposer un peu les outils que le CREMIS ont développé pour vous aider à les faire connaître, mais aussi ensuite, on va regarder la proposition qu'il y avait dans le guide. Et à la fin, mais on va avoir un espace de discussion parce qu'on va vous inviter à tous ouvrir vos caméras, fermer vos micros, puis d'échanger, un peu comme on a fait là, lors de la dernière rencontre, là, vraiment d'avoir une formule, partage, transfert de connaissances, réseautage entre nous. Donc, pour que le réseautage se passe bien, on vous demanderait de bien indiquer votre nom sur le Zoom. Puis quand vous prenez parole, de dire votre profession et dans quelle région vous travaillez, ça va nous aider à mettre en contexte votre expertise et votre contexte. Si vous voulez, vous pouvez aussi pousser des questions tout au long dans le clavardage et discuter avec les gens. C'est vraiment un deuxième espace en parallèle pour qu'on puisse discuter tous ensemble puis apporter. Puis nous, on va s'assurer d'aller chercher les questions lorsqu'on arrivera dans la période de questions pour s'assurer de répondre et de mettre en lien ce que vous allez nous proposer. Je vous rappelle, comme la machine Zoom l'a dit, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée, puis le contenu de la présentation va être déposé sur notre site Web pour consultation ultérieure par vos collègues. Donc, vous pouvez lever la main pour demander la réponse avec la petite icône de Zoom, et si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez juste à me faire signe, puis je m'assurerai de vous donner le tour de parole lorsqu'on sera rendu aux échanges. On a également préparé un Google Form, un sondage qu'on aimerait que vous répondiez. L'objectif de ce sondage-là est simplement de voir est-ce que ce qu'on fait, ça vous convient? Est-ce qu'on répond à vos besoins? Est-ce que la formule correspond à ce que vous avez en tête pour avoir du soutien? Puis, on voulait aussi vous laisser le choix de choisir les prochaines thématiques qu'on va aborder avec vous. Donc, ça serait très important si pendant la rencontre, en nous écoutant, vous preniez le temps d'aller répondre à ça pour que, suite à la fin de la rencontre, avec mon équipe, on puisse planifier la suite des choses pour la prochaine rencontre qui va être le 1er avril. Mais tout ça va vous être rappelé, puis on va vous envoyer une entrée d'agenda également. Donc, lançons-nous dans cette rencontre. Marie-Ève, je te céderai la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, toujours bien agréable d'être avec vous. Merci d'être là en si grand nombre à chaque fois. C'est vraiment chouette. Puis pour ceux-là qui n'avaient pas compris, dans le fond, si vous allez voir dans le chat, dans la petite bulle en bas, converser, vous allez avoir les informations incluant le lien pour le sondage. Donc, pour ceux qui sont multitasking, vous pouvez m'écouter et remplir le sondage en même temps ou le faire à la fin sans problème. Puis pour faire du pouce sur ce que Karine a dit, pour ceux qui nous suivent depuis le début, ce qu'on souhaite, c'est effectivement de plus en plus
minimiser là, plus le contenu informatif, puis aller de plus en plus vers des discussions. Et toujours, évidemment, être sûr qu'on répond à vos besoins. Donc, n'hésitez pas dans le sondage s'il y a des choses que vous aimeriez, que vous trouvez qu'on devrait faire différemment. L'objectif, c'est qu'on s'adapte à vos besoins. Et comme vous remarquerez, le contenu, là, je vais faire une petite mise en bouche. Rachel va nous présenter des outils de choses qu'on pense qui méritent d'être diffusés et qui vont pouvoir vous être utiles. En tout cas, on le souhaite. Mais l'objectif, c'est de laisser de plus en plus de place à la discussion entre nous pour qu'on s'inspire des initiatives, des gens qui ont trouvé des solutions. Puis je pense que la question d'aujourd'hui sur comment est-ce qu'on adapte l'évaluation spécialisée est une grande question auquel plusieurs d'entre vous ont essayé de trouver des réponses. Bon, ceci étant dit, je fais un pas de recul pour nous rappeler collectivement qu'on a de plus en plus de documents forts qui nous soutiennent dans nos efforts d'adaptabilité, de flexibilité et de réponse intégrée aux populations à différents endroits dans le continuum de la vulnérabilité et de la précarité. Je nous rappelle donc qu'à gauche, vous voyez le nouveau plan d'action en itinérance qui a fait de grandes avancées aussi, si vous l'avez lu, ou pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le dis, les scoops, en tout cas du moins des scoops qui nous touchent un peu plus dans le réseau de la santé des services sociaux, d'intégration des services en dépendance et en itinérance. Donc, on va avoir un gros tour de roue à faire, incluant les infirmières et les équipes de liaison dans les urgences. Donc, très, très intéressant de voir comment on va se positionner à cet égard-là. De plus en plus de responsabilités du réseau à tous les niveaux, incluant les GMF, incluant l'accès à la carte RAMQ simplifiée. Donc, beaucoup de leviers pour vous pour aller faire votre plaidoyer à différents paliers dans vos organisations. La stratégie d'accès en itinérance aussi qui nous rappelle de faire attention, de ne pas tout pousser quand on entend le mot itinérance vers les équipes itinérance et que l'itinérance, ce n'est pas une pathologie, que tout le monde a à accueillir les personnes en situation d'itinérance et a sa responsabilité à cet égard-là. Et évidemment, à la droite complètement, le plan d'action en dépendance qui, entre autres, balise beaucoup l'évaluation spécialisée. Puis j'y reviens là, dans une seconde. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Voici ce qui se trouve dans le plan d'action, dans le PAID en dépendance concernant l'évaluation spécialisée. C'est assez important pour plusieurs d'entre vous en dépendance parce qu'entre autres, il y a des indicateurs là, qui sont suivis à cet égard-là. Donc, je nous rappelle qu'en dépendance, on est soumis à un indicateur de 15 jours entre le moment où la personne a fait lever la main pour une demande et où l'évaluation spécialisée est commencée. Par contre, je souhaite quand même mettre de l'emphase sur le fait que l'attente signifiée dans le plan d'action, tout ce que je vous dis là est vraiment écrit dans la fiche que vous voyez là, c'est que c'est un délai de 15 jours entre la demande et l'amorce. Et il n'y a pas d'attente que l'évaluation spécialisée soit complétée en 15 jours. Ça va être bien important pour les discussions qu'on va avoir parce qu'un des constats que plusieurs d'entre vous avez fait, c'est que pour des patients en situation de trauma, de grande complexité, plus instable au niveau santé mentale, situation de vie, ce n'est pas réaliste de faire l'évaluation d'un coup. Il faut la fragmenter, il faut l'adapter et qu'est-ce qu'on va choisir comme élément prioritaire? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir dans le ici et maintenant avant de commencer l'offre de service? Puis qu'est-ce qu'on peut faire plus tard, une fois que la personne est déjà en service, étant donné qu'on va avoir une temporalité avec cette personne-là, souvent des fois assez longue, qui va nous permettre tranquillement de colliger des informations. Et donc, le compteur de l'indicateur de 15 jours s'arrête où l'intervenant inscrit dans le cycle SRD le premier code d'acte lié à l'évaluation spécialisée, peu importe l'outil utilisé, que ce soit NIDEP, IGT, IGT Ado, etc. Je ne sais pas si nous avons Amélie Roy avec nous. Oui, donc Amélie, je m'excuse de te mettre sur la sellette comme ça, mais si tu as envie de nous faire un petit coucou et d'ouvrir ta caméra, je voulais quand même mentionner l'excellente initiative là, qui est en cours. Si tu veux peut-être rajouter ou nous dire quelques mots, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place pour revoir un peu le NIDEM pour les outils infirmières et de voir un peu comment on peut adapter ces outils-là pour tout ce qui est de l'évaluation nursing en dépendance. Donc, je ne sais pas, Amélie, si tu as envie de nous dire un petit mot à cet égard. Bien oui, en fait, c'est pour développer un outil d'évaluation complémentaire au NIDEP, étant donné qu'on n'utilise plus les NIDEM.
qui étaient utilisés dans certains milieux. Donc, on avait des documents d'évaluation complémentaire ou NIDEM, comme on ne l'utilise plus. On a remarqué que d'un point de vue assez général, là, on avait un manque là, à ce niveau-là. Donc, on a débuté des travaux, puis on a des rencontres. Là, on a débuté la première rencontre le 18 janvier, puis on va avoir une autre rencontre 18 novembre, pardon, la prochaine rencontre en janvier. Donc, on se réunit des conseillères cadres, ICACI, à travers la province là, pour travailler sur ce document. Puis nous, bien, dans le fond, on est collaborateurs à ces travaux-là, fait qu'on s'engage à vous tenir au courant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire coucou à Amélie ou à nous, si vous voulez qu'on vous mette en lien, là, ça va nous faire plaisir. Donc, merci Amélie d'être là. Merci. Alors, on descend un peu plus vers le sujet de la présente présentation. Donc, je vous rappelle qu'avec l'équipe de soutien dont je suis la directrice scientifique, on avait fait des travaux de recherche il y a quelques années et on avait vraiment là, fait le tour de plusieurs régions. On avait parlé des patients, des organismes communautaires et on avait revisé la littérature et on est arrivé avec 10 propositions pour un guide québécois d'amélioration des pratiques sur la prise en charge du trouble lié à l'utilisation des opioïdes. Toutefois, la littérature qui a été revisée, c'est vraiment la littérature des personnes dans des grandes situations de précarité. Donc, on peut vraiment retirer le mot opioïde et regarder des constats un peu plus larges sur l'approche pour les personnes en situation de grande désappuyation et de grande précarité. Aujourd'hui, on va regarder donc la proposition numéro 5 qui nous dit que lorsqu'on doit effectuer une évaluation, elle doit être adaptée et elle doit permettre de débuter rapidement le service ou le traitement et de choisir le meilleur contexte de soins pour la personne, incluant pour certaines personnes, des fois, un passage par un milieu interne, incluant les milieux hospitaliers quand on tombe sur des personnes qui ont des conditions très instables, par exemple. Donc, ça amène plein de ramifications au niveau des liens et des choses qu'on va devoir faire. Alors, c'est la mise en bouche de ce qu'on va travailler aujourd'hui et je passe tout de suite donc la parole à Rachel qui va nous expliquer un peu justement les outils à cet égard d'évaluation qui ont été développés par le CREMIS. Donc, merci encore Rachel d'être des nôtres. Merci beaucoup Marie-Ève. Est-ce qu'on m'entend bien? Excellent. Donc, bien c'est ça, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, on a un très, très long nom. On est un centre de recherche qui est à même le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Et le CREMIS s'intéresse plus spécifiquement sur les pratiques qui permettent de réduire les inégalités sociales, améliorer le bien-être des populations. C'est dans la foulée, en fait, de différents travaux, traditions de recherche en itinérance que on a eu un mandat, en fait, qui nous a été octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2014 de produire une diversité, en fait, de ressources pour soutenir et outiller les intervenants et intervenantes qui sont susceptibles d'être en lien avec les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Donc, le préambule de Marie-Ève est intéressant, puis vous allez voir que là, on fait comme un bond ou un saut dans des outils qui ont été développés pour aborder, en fait, ou prévenir l'itinérance ou l'instabilité résidentielle, mais on fait le pari, ou on a fait le pari qu'elle pouvait être utilisée dans une panoplie de contextes de pratiques et plus spécifiquement en dépendance auprès de populations plus précaires. Donc, je vais privilégier vraiment une présentation assez concrète, là, avec des captures d'écran en fait, du site web du CREMIS. Pour ceux et celles qui ont participé à la rencontre du 13 septembre dernier, j'étais là aussi et j'ai présenté une partie en fait des ressources qui ont été développées dans le cadre du mandat. Maintenant, aujourd'hui, je vais m'attarder pas au guide des bonnes pratiques en itinérance, mais vraiment des outils d'intervention plus spécifiques qui ont été développés. Donc, avant de plonger dans l'infographie qui va nous visualiser l'ensemble en fait, des ressources qui ont été développées par le CREMIS, je souligne que le mandat s'inscrit lui aussi dans la stratégie d'accès dont Marie-Ève a parlé, puis aussi dans le plan d'action en itinérance 2015-2020, le nouveau, le CREMIS va aussi avoir des mandats en fait dans le cadre de du nouveau plan d'action
Mais comme vous le voyez, le 2014, ça date déjà le début du mandat, donc on s'inscrivait dans le plan d'action antérieur en itinérance. Karine, si c'est possible pour toi de changer la diapo. Donc, je ne sais pas si est-ce que vous voyez bien, en fait? De toute façon, je vais les lire à haute voix, là. Donc, vous voyez ici là, un début, en fait, d'infographie qu'on a produit au CREMIS pour permettre d'avoir une vue d'ensemble, en fait, de ce qu'on parle, en fait, quand on parle de ce vaste mandat qui a été pris, en fait, octroyé au CREMIS. Donc, 2 dossiers web pour soutenir l'intervention en itinérance, car chaque geste compte. Donc, un dossier web qui s'intitule « Outils pour repérer et prévenir l'instabilité résidentielle ». C'est sur ces outils-là que je vais m'attarder aujourd'hui. Mais par la bande, là, je mentionne qu'il y a aussi, en fait, un guide des bonnes pratiques en itinérance qui est disponible, que vous pourrez aller consulter là, pour ceux et celles que ça intéresse. Plusieurs des contenus du guide des bonnes pratiques sont en ligne et vraiment, nous sommes dans la finalisation, c'est vrai, là, des dernières fiches situation défi qui devraient arriver sous peu sur le site web. Donc, donc si je m'attarde à la colonne de gauche, il y a 3 outils qui pourraient être utiles pour vous. Donc, un premier outil qui s'appelle IRIS, en fait, c'est peut-être celui, si vous en avez entendu parler, c'est probablement celui-là, qui veut dire Instrument de repérage et d'identification des situations résidentielles instables et à risque. Donc, l'IRIS, c'est en fait ça prend la forme d'un court questionnaire. C'est un outil qui s'utilise, en fait, dont la passation dure grosso modo 5 minutes et finalement qui vise à déceler plus aisément les indices d'instabilité résidentielle. Donc, il y a quelques questions qui doivent être posées. En fait, il y a 2 questions introductives. Si on sent que la personne a un indice d'instabilité, alors on poursuit la passation. Pour ceux et celles qui connaissaient le débat, on s'est inspiré, en fait, de la structure du débat pour créer, en fait, l'IRIS. Et finalement, ça se termine par un code de couleur, un score avec un code de couleur qui nous dit finalement est-ce que la personne est plus à risque d'instabilité résidentielle et ça va finalement selon une gradation. Je ne m'attendrai pas plus sur cet outil-là, vous pourrez aller le voir. Ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, c'est plus spécifiquement là, de vous parler du deuxième outil, donc l'outil d'aide à l'exploration de l'instabilité résidentielle. Mais avant, en fait, de plonger dans ce deuxième outil, je me permets de mentionner que l'IRIS est accompagné d'une formation en ligne qui est accessible via le site du CREMIS, qui est sur l'ENA, l'environnement numérique d'apprentissage, et qui est, on s'est battu bien fort là, pour que la formation soit accessible, oui, à tous ceux et celles qui travaillent au sein du réseau, mais aussi à ceux de l'extérieur. Donc, si vous avez des partenaires dans des organismes communautaires, dans d'autres établissements, d'autres ministères, il est possible d'accéder à la formation qui, évidemment, est une occasion de savoir comment utiliser l'IRIS. Mais de plus en plus, ce qu'on nous dit, puis c'est le fun de l'entendre, c'est que c'est aussi une introduction pour s'approprier ou se familiariser avec des notions de base de l'itinérance, comme par exemple les notions d'itinérance cachée, la diversification des visages de l'itinérance, etc. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Donc, pour ce qui est du deuxième outil, l'outil d'aide à l'exploration de l'instabilité résidentielle, c'est un outil qui prend la forme en fait d'un guide d'entretien qui permet en fait d'explorer dans une rencontre diverses dimensions clés. En fait, il y en a 9 dimensions clés avec la personne qui est devant nous. Ça peut être utilisé en complément à l'IRIS ou avec quelconque autre outil qui pourrait être déjà implanté ou utilisé dans vos services. Et on pourra le regarder tantôt, mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir balayer dans les différentes dimensions de manière à regarder finalement quels sont les facteurs de protection et les facteurs de risque de la personne pour chaque dimension. Donc, on va y revenir tantôt, là, on va le regarder à l'écran, mais avant ça, je dis quelques mots sur le troisième outil qui est la grille d'auto-évaluation pour l'observation dans les milieux. C'est un outil, en fait, d'auto-réflexion. Ça permet, en fait, de réfléchir à notre capacité
de rejoindre et voire même un outil qui nous permet de réfléchir à comment est-ce qu'on peut accroître notre capacité à rejoindre ceux et celles qui restent en marge, en fait, des ressources. Que ce soit dans une perspective d'outreach plus classique, mais aussi quand, par exemple, on se retrouve à être dans des secteurs ou des milieux où il y a plusieurs personnes, par exemple, on pourrait même penser dans un refuge ou dans un centre de jour, où finalement, on remarque qu'il y a des personnes qui restent toujours en périphérie, finalement, des services qui sont offerts. Donc, on ne va pas regarder tant que ça ce dernier outil, mais encore là, il peut être utilisé à différentes choses et vous pourrez aller le regarder si ça vous intéresse. Merci, on est totalement timé, Karine. Donc, vous voyez ici, là, ça c'est la suite en fait de l'infographie. On précise en fait à qui ça s'adresse tout ça. Donc, pour les intervenants et intervenantes susceptibles d'entrer en contact avec des personnes en situation d'instabilité ou d'itinérance, d'instabilité résidentielle ou d'itinérance. Donc, c'est un super vaste public de différentes professions qui, dans le fond, on est vraiment au-delà des compétences plus fines ou finalement, c'est ça, de balises qui pourraient, de manière plus clinique, guider certaines professions. Les outils ont été pensés pour que ça puisse parler à différentes personnes, quel que soit finalement leur champ de compétences plus spécifique. Puis, on voit là en bas, dans le milieu en fait de l'infographie, à quoi ils servent. Bien, ils servent à nourrir le jugement clinique, à bonifier les pratiques, à explorer plus facilement les indices d'instabilité résidentielle, mobiliser les intervenants et intervenantes quant à leur possibilité d'agir. Je me permets de souligner un point là, quand je discutais avec une personne du comité organisateur de cette rencontre d'aujourd'hui. On parlait en fait des outils en fait qui sont disponibles souvent à l'intention des professionnels. Et j'imagine qu'en dépendance, il y a plusieurs en fait outils qui permettent en fait de prédire le risque, de prédire les facteurs de risque dans une perspective d'orientation plus pertinente vers les services. Pour assurer sa valeur prédictive, il y a plusieurs outils qui sont standardisés et ce qui exige donc qu'ils soient respectés rigoureusement au niveau de leurs conditions d'utilisation. La demande, en fait, ou le pari qui était fait avec ces outils dont je vous parle aujourd'hui, on était complètement ailleurs. L'intention de base, c'était de créer des outils qui sont flexibles et qui ne sont pas attachés finalement à des conditions strictes au niveau de l'utilisation. Donc, si ce sont des outils qui ne peuvent pas avoir une force prédictive précise, ce sont des outils qui ont la force d'être malléables et pouvoir être adaptés sans nécessairement avoir un souci de pervertir finalement leur capacité de prédictabilité, là, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, là-dessus, bien, peut-être qu'on peut tout de suite aller, vous allez pouvoir, là, de toute façon, là, le reste de l'infographie, c'était de vous donner les liens là, pour y accéder. Puis je vois que Marie-Ève a été très active dans le chat là, pour les mettre. Donc, si on y va, Karine, avec la diapo plus fine là, ou plus spécifique, ça, c'est une capture d'écran du dossier web qui présente les outils et on est dans le sous-dossier qui présente l'outil d'aide à l'exploration de l'instabilité résidentielle. Donc, vous voyez là, on présente l'objectif qui est d'acquérir une compréhension plus affinée des indices d'instabilité résidentielle décelés sur une personne. Les principales caractéristiques de l'outil, bien, il se présente sous la forme d'un guide d'entretien, il peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres outils et il permet d'explorer différentes dimensions telles que l'environnement résidentiel, la santé mentale, physique, dépendance. Et évidemment, il permet d'identifier des pistes d'orientation possibles. Donc, si on passe à la prochaine diapo, le voilà. Donc, Karine nous montre à l'écran une capture d'écran en fait de l'outil en question. C'est l'aide-mémoire en fait. Et chaque outil qui a été développé vient avec un guide d'accompagnement qui présente évidemment là, de manière beaucoup plus exhaustive la démarche en fait d'élaboration et même les conditions en fait, les étapes d'utilisation.
Donc, vous voyez, là, on voit en fait les dimensions en tant que telles et certaines des questions en fait qui pourraient être posées, toujours selon le jugement clinique en fait de la personne qui utilisera cet outil. Donc, selon ce qu'elle connaît déjà de la personne, ben, elle pourra décider de s'attacher ou se concentrer un peu plus sur le volet, par exemple, dépendance et judiciarisation. Peut-être que dans une autre rencontre, il pourrait être, dans le fond, pertinent d'aborder davantage l'historique résidentiel. Donc, rendu là, il pourrait vraiment y avoir une stratégie d'utilisation de cet outil de manière à soit l'utiliser de manière intensive, c'est-à-dire prendre 45 minutes d'une rencontre pour rentrer dedans au complet, ou ce qu'on sait, c'est que certaines personnes vont le ventiler, en fait, sous différentes, en plusieurs séances, pour pouvoir, en fait, avoir quelques guides de questions pertinentes à poser. On a mis, en fait, on a tenu à exemplifier dans l'aide-mémoire que vous voyez à l'écran certaines des questions qui peuvent être posées, mais encore là, on n'est pas dans un outil qui est restrictif au niveau de l'usage ou très balisé. Fait qu'il pourrait y avoir d'autres questions, évidemment, qui pourraient être posées. Et le guide d'accompagnement énumère beaucoup d'autres questions, en fait, qui pourraient venir enrichir finalement là, l'intervention qui est faite ou l'évaluation qui est faite avec la personne. Donc, et vous voyez, là, la suite de l'outil, ça permet de prendre des notes et finalement orienter vers ou donner quelques pistes générales quant aux orientations à donner. Pour ce qui est de l'autre outil, je ne l'ai pas mis, c'est ça, je ne l'ai pas mis à l'écran en tant que tel, la grille, mais c'est ça, rapidement, vous voyez, là, comme je l'ai mentionné tantôt, cette grille s'intitule la grille d'auto-évaluation pour l'observation dans les milieux. Les objectifs spécifiques, c'est d'accroître la capacité des intervenants et intervenantes à rejoindre les personnes qui sont en marge des ressources. Puis, c'est un outil qui se veut une occasion de prendre un temps pour réfléchir sur sa pratique. Donc, il consiste en une grille d'auto-évaluation recto-verso. Il explore différentes pistes de réflexion telles que qu'est-ce que ça veut dire de connaître le milieu, identifier les lieux, aller dans les lieux, flâner, s'immerger dans les lieux. Et l'idée, c'est finalement de pouvoir l'utiliser à un temps 1, puis après le refaire quelques mois plus tard pour voir finalement comment est-ce qu'on a changé notre perception de nos propres capacités. Je fais un petit aparté, là, une petite parenthèse, mais quand on a validé ces outils-là, on les a en fait validés auprès d'intervenants en fait, qui étaient appelés à nous dire ce qu'ils en pensaient au niveau de l'utilisation. Est-ce qu'ils ont une pertinence, une légitimité, une convivialité aussi dans l'utilisation? Et on a eu des personnes en début de carrière et en fin de carrière, en fait, qui ont utilisé cet outil. Puis, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il pouvait vraiment être pertinent à la fois pour l'orientation de nouveaux employés, mais aussi dans un développement professionnel plus costaud en cours de pratique. Certains nous ont dit, bien, il pourrait vraiment venir nourrir également ma supervision clinique ou le type d'encadrement de soutien que je pourrais vouloir discuter avec mon supérieur. Donc, avant de redonner en fait la parole à Marie-Ève pour la suite, j'en profite en fait pour faire un peu de publicité par rapport à une activité qui va avoir lieu le 25 janvier prochain au Crémis. Donc, c'est sur l'heure du dîner. Là, on a heureusement le temps des fêtes pour se reposer d'ici là, mais le 25 janvier, il y aura un midi du Crémis avec Sue-Anne McDonald, Philippe Benoît-Côté, Annie Fontaine, Elisabeth Gressler. Je pense que je les ai tous et toutes. Ils vont venir nous présenter le dernier portrait de l'itinérance au Québec et c'est le volet qualitatif, en fait, de leur étude. Donc, c'est un vaste, en fait, projet qui prend enfin forme publiquement. Là. Donc, je vous le dis en primeur parce que
Le rapport n'est actuellement pas sorti. Il est dans les fourneaux de la révision linguistique. Mais c'est ça, il va y avoir une Midi du Crémis le 25 janvier. Pour ceux que ça intéresse, toutes les infos vont être sur notre site web. Merci Rachel. Puis peut-être juste pour te dire, on va s'assurer de mettre l'information dans notre bulletin d'information qui va probablement arriver avant le 25. Comme ça, les gens seront au fait puis pourront s'inscrire là, à l'activité. Donc, un immense merci d'être venu nous présenter les outils. Là, puis j'espère que je suis certaine que tu as piqué la curiosité des gens d'aller voir ce qu'il y en est pour pouvoir les partager avec leurs collègues pour l'utilisation. Donc, merci beaucoup, Rachel. Puis, on pourra revenir auprès de Rachel lors de la discussion s'il y a des questions de précision à avoir ou si Rachel a des questions à nous poser, à nous aussi, là, pour la période d'échange ensemble. Donc, comme Maria vous disait là, au début de la présentation, aujourd'hui, ce qu'on voulait voir avec vous aussi, suite à la présentation des outils que le Crémis a mis à votre disposition, c'était de gratouiller un peu la proposition 5 du guide TUO que Maria vous a présenté au début. Donc, comme Marie-Ève disait, on peut enlever TUO dans ce guide-là et remplacer par personnes en situation de précarité ou troubles d'usage de substances pour pouvoir voir comment on peut améliorer nos pratiques, puis le continuum de soins et de services là, pour les personnes qui viennent chercher des services dans le réseau de la santé. Donc, deux aspects importants à voir ici sur cette page-là, c'est que les personnes sont évaluées directement par une équipe qui offre le traitement ou les services dans l'idée de ne pas multiplier les évaluations et les prises de contact avec des gens qui, malheureusement, ont parfois eu des traumas ou des brisures face à l'organisation du soin de la santé. Donc, si on veut optimiser le premier contact, c'est de s'assurer que l'équipe qui va évaluer la personne est l'équipe qui va offrir un service par la suite. Et l'évaluation initiale devrait être rapide, flexible et adaptée, d'être fractionnée tout en limitant la redondance et la divulgation répétée d'un récit de vie et basée sur une approche sensible au traumatisme. Donc, il y a plein de choses dans cette page-là qui est déposée ici, puis je pense qu'il est important d'essayer de décortiquer. Donc, Marie-Ève, si tu veux venir avec moi la décortiquer, comme Marie-Ève disait, quand on a fait ce guide-là, on est allé faire une recension des écrits là, pour voir qu'est-ce qui se faisait dans le monde, c'était quoi les meilleures pratiques. Puis ensuite, on a rencontré beaucoup de personnes à travers le Québec, là, dont certaines de vos équipes, organismes communautaires et personnes qui cherchaient à avoir des soins, qui ne réussissaient pas à rester en soins ou qui étaient en soins puis qui vivaient des difficultés pour essayer de réfléchir à comment on peut optimiser tout ça, avec aussi le fait qu'on a des outils standardisés d'utilisation dans nos services. Donc, on voulait essayer de décortiquer ça avec vous ici pour voir comment on peut faire mieux et plus rapidement, sans sauter d'étape, mais en y allant par priorisation pour s'assurer que les personnes, quand ils viennent nous voir, on répond, en gardant en tête toujours que lorsqu'il y a une demande, souvent, ça fait longtemps que le besoin est existant. Puis c'est long avant que les gens viennent prendre le courage de venir chercher de l'aide. C'est pas toujours évident. C'est un dévoilement qui peut être difficile pour certaines personnes. Puis on demande beaucoup aussi à ces gens-là, quand ils arrivent en service dans nos équipes, là, dans leur récit, d'expliquer un peu leur histoire pour s'assurer de bien les diriger. Mais comment qu'on peut faire pour optimiser ça, puis que les informations qui sont demandées ne soient pas nécessairement répétées. Fait que là, je ne vais pas trop me lancer dans nos discussions qu'on a eues, moi puis Marie-Ève, pour préparer la rencontre d'aujourd'hui, mais je te laisserai y aller, Marie-Ève, puis je pourrais ajouter en cours de route. Non, la table est bien mise. Tu sais, je pense que ce qu'on a beaucoup entendu quand on a questionné les personnes en soins aussi, c'est cette difficulté-là de mettre ces tripes sur la table avec quelqu'un qu'on ne reverra probablement pas, puis que ça ne soit pas au clair non plus pourquoi on est en train de parler de notre enfance puis de nos abus sexuels, si ce qu'on veut, c'est faire une détox ou avoir de la méthadone. Donc, comment est-ce que on peut utiliser notre évaluation pleinement, mais faire attention pour ne pas être délétère pour la personne. Puis ça, vous avez été plusieurs à nous le nommer aussi. Donc, on est un peu, ces évaluations-là, elles peuvent être rigides, elles peuvent être contraignantes. Et l'objectif, c'est d'en faire un outil
pour l'usager, puis pour nous, un outil thérapeutique. Fait que c'est un peu les discussions qu'on va vouloir avoir avec vous. Puis si vous remarquez bien, ben ça, c'est 2 recommandations qui émanent du guide et de tout ce que Karen nommait de revue de littérature et des discussions avec des personnes en traitement et avec des cliniciens. Si vous remarquez bien, au premier PICO, on va même un pas plus loin que le No Wrong Door. Les personnes sont évaluées directement, idéalement, par la bonne équipe qui va faire le traitement. Puis ça, c'est une grande question qu'on a pour vous, puis on est curieux de voir les initiatives que vous avez faites. Juste le No Wrong Door, c'est un grand enjeu. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas demander aux personnes, surtout les personnes les plus vulnérables, de ne pas... On a comme... Le réseau demande un peu aux personnes de savoir comment le réseau fonctionne, où sont les portes, comment bien faire la demande, et ça, ce n'est pas réaliste, surtout pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. Donc, ça se pourrait qu'elles cognent à la mauvaise porte, incluant les urgences, incluant les sans rendez-vous, incluant les CLSC, incluant le 811, plein de partenaires communautaires, police, etc. Comment on fait en sorte que cette personne-là soit redirigée? Et donc, ça veut dire comment est-ce que notre offre de service est connue et comment est-ce qu'on soutient la personne pour ne pas la laisser tomber entre 2 chaises. Grande question pour vous, puis je serais curieuse de vous entendre, mais même plus loin que ça, comment est-ce qu'on fait en sorte que la personne qui va faire l'évaluation spécialisée plus complexe, donc ici, évaluation spécialisée en dépendance, mais Rachel vient de nous montrer la corollaire en itinérance, sera idéalement la personne qui va faire la prestation de service pour pas qu'on ait à répéter plusieurs fois l'évaluation, puis qu'on puisse même commencer un lien, commencer une offre de service avec la personne, puis même commencer un plan de match autour de ça. Mais effectivement, ça, c'est vraiment une grande question. On peut passer... oui. Marie-Ève, je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fait nos travaux, on était tombé sur un bijou de l'Ontario, qui est une équipe qui fait l'évaluation de l'efficacité et de la qualité des pratiques au réseau de la santé de l'Ontario. On est en train de chercher le lien, on va vous le mettre dans le chat. Puis, on est tombé sur ça. C'était comme un guide qui évaluait la pratique pour les services en lien avec une personne qui a un trouble d'usage d'opioïdes. Donc, comment qu'on devrait organiser les soins. Puis, il y avait des délais qui étaient quand même intéressants, là, qui disait que normalement, une personne qui venait avec un trouble d'usage lié à l'utilisation d'opioïdes devrait avoir accès à la molécule dans un délai de 3 jours après la demande. Puis c'était selon les normes là, de qualité de santé. Donc, on va vous mettre le lien là, dans le chat au courant de la discussion. C'est vraiment un beau guide, c'est intéressant à regarder. Là, on s'est beaucoup inspiré de ce que l'Ontario avait fait là, pour créer notre guide de proposition. Fait que si vous êtes curieux pour aller voir ce qu'il y en est, là, je vous invite à y aller. Puis il y a plein d'autres ressources aussi de cette équipe-là là, à aller trouver en ligne. C'est bilingue, donc c'est intéressant. Je vais vous laisser aller fouiller dans ça. On va vous mettre dans le chat au courant de la rencontre. Peut-être qu'on peut tout de suite sauter à la diapo suivante, puis ce sera une question qu'on aura pour vous aussi. Comment est-ce que dans nos carcans là, dans lesquels on doit fitter, parce qu'on a des évaluations à faire, parce qu'on a des guides de comment faire les choses, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas retraumatiser la personne? Donc, on peut peut-être changer la diapo, Karine? Et tout ça amène le concept de Trauma-Informed Care, donc l'approche sensible au traumatisme. Et on vous a mis des définitions, là, entre autres celle du SAMHSA, qui globalement, mettons que je peux vous résumer ça vite fait, mais c'est vrai que c'est une approche qu'on voit beaucoup dans l'Ouest, beaucoup avec les Premières Nations aussi, mais c'est une approche qui est pleine de sensibilité, là, peu importe les patients, et qui plaît à l'esprit pour les clientèles en situation de grande vulnérabilité. Globalement, ce que le Trauma Informed Care nous dit, c'est laisser la personne en charge de contrôler ce qu'elle veut dire ou pas, du débit, de qu'est-ce qui va sortir quand, et assurez-vous qu'elle se sente bienvenue, accueillie, et que ce soit son rythme qui dicte un peu la vitesse et la posture. Puis on est tous d'accord avec ça, c'est très intuitif, là, donc vous voyez les 6 points, garantir un cadre physiquement et psychologiquement sécurisant,
promouvoir la transparence et l'honnêteté, utiliser le soutien des pairs. On y revient souvent aux pairs. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui revient tout le temps. Établir des collaborations et de la réciprocité dans les relations, se baser sur des pratiques qui favorisent l'autonomisation, l'empowerment et l'autodétermination des personnes, donc leur autonomie, leur choix, et prendre en compte les spécificités de la personne, incluant genre, culture, ethnicité, orientation sexuelle, etc. Donc, tout ça, ça plaît à l'esprit, mais effectivement, comment est-ce qu'on intercale ça avec nos obligations, nous, avec nos outils qui peuvent être rigides, avec nos indicateurs de performance? Et ce sera vraiment une question qu'on aura pour vous. Plus ça va, plus on avance dans le réseau, plus on entend des usagers, des besoins très fondamentaux qui ne sont peut-être pas si compliqués non plus à mettre en place, là, de l'ordre de « j'aime ça quand on m'accueille avec un sourire, puis qu'on me dit bonjour, puis que je me sens bienvenue ». Donc, il y a des affaires qui sont vraiment, je pense, à notre portée. C'est un peu fou d'être rendu à se dire des choses comme ça, mais peut-être c'est facile aussi de l'oublier dans la vitesse, puis dans toutes les choses qu'on nous demande de faire, donc de s'assurer, dans le fond, comme gestionnaire, puis comme équipe, que cette base-là d'accueil, de respect de l'autonomie du patient, de la vitesse à laquelle cette personne-là est capable, bien, sont respectées. Fait que c'est facile à dire, mais c'est peut-être pas si simple concrètement quand on est dans du débit, on a des listes d'attente, ça presse, il y a la COVID, alouette. Peut-être que je pourrais ajouter, avant qu'on change de page, Marie-Ève, on a un événement le 17 mars, on va y revenir là, à la fin de la rencontre, mais il y a un atelier qui va justement porter sur ça. Il est déjà complet, malheureusement, là, parce qu'il y a un temps limite, là, mais vous avez peut-être de vos collègues qui seront, il y a un atelier qui va être déposé justement sur l'approche sensible au traumatisme, puis on va pouvoir vous nourrir de cette approche-là là, dans la suite des choses aussi, là, parce que notre objectif est vraiment de bien le déposer, comment en dépendance et auprès des populations en situation de précarité, on peut mieux contrôler puis utiliser cette approche-là qui est simple, en fait, qui n'est pas si complexe que ça, mais qui demande juste de reconnaître l'autre personne puis les limites de l'autre aussi dans l'intervention, dans la relation thérapeutique qu'on a avec eux. Donc, je voulais juste comme ajouter à ça. La prochaine diapo, ce qu'on voit, c'est des exemples. Donc, comment est-ce qu'on fait justement pour amorcer un traitement puis un service dans les plus courts délais? Puis, on va y revenir à la diapo qui suit, mais évidemment, plus la personne est en situation de précarité, plus elle va être instable, en urgence, difficile à joindre, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, plus on doit tout de suite avoir une réponse parce qu'on risque de ne plus jamais revoir cette personne-là. Donc, plus on est inquiet, plus la personne est en situation de précarité, plus on devrait aller vers ça. Et donc, ça veut dire, puis encore une fois, je vends mon punch pour la diapo suivante, mais on est ici dans un principe d'équité. Toutes les personnes ne sont pas égales suite à une évaluation spécialisée. On va demander aux gens de fermer leur micro. Tout le monde m'appelle. De l'interface de NADCI 101, merci. Donc, toutes les personnes ne sont pas égales devant l'évaluation spécialisée. Et il y a des personnes chez qui on va vouloir avoir une réponse plus rapide et d'autres qui pourront peut-être avoir le processus standard. Et donc, c'est qui ces personnes-là? Comment on les définit? Karine l'a dit tout à l'heure, pour ce qui est spécifique au TAO, on a des données qui nous montrent que le plus vite on commence le traitement avec la molécule pharmaceutique, le mieux. Et donc, comment est-ce qu'on peut rapprocher? Et là, je vous pose la question pour vos autres services. C'est quoi le but ultime et comment est-ce qu'on peut rapprocher l'évaluation de ça, quitte à contourner certaines choses qui seront faites a posteriori? Le TAO, c'est un très, très bon exemple. On est dans un traitement de maladie chronique, on s'engage dans une relation thérapeutique avec la personne pour des semaines, des mois et des fois des années. Peut-être que les traumatismes d'enfance, l'histoire longitudinale, les derniers dépistages ITSS, peut-être qu'on peut tout faire ça plus tard, mais ce qu'on veut absolument, c'est les éléments pour pouvoir commencer ce qu'on veut commencer en urgence. Et je vous ai mis à la droite l'algorithme simplifié d'admission qu'on présente quand on fait la formation de l'INSPQ.
pour les gens qui vont être dans des équipes où il y aura du traitement agoniste opioïde. C'est pour vous montrer comment ça peut être très simple. Est-ce que la personne rencontre les critères d'un trouble de l'usage des opioïdes? Est-ce qu'on est sûr qu'elle en prend? Puis là, même là, le test urinaire en ce moment, dans un contexte de fentanyl, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une autre histoire. Est-ce que la personne est enceinte parce qu'on va ajuster nos choix de molécules puis notre prise en charge? Est-ce qu'on a discuté avec elle de ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelle molécule elle veut? Est-ce qu'elle comprend un peu dans quoi elle s'engage comme cadre clinique? On prescrit, on donne le matériel de réduction des méfaits. Tout le reste à venir dans la to-do list. Donc, ça vraiment déload et ça fractionne de beaucoup l'évaluation, mais ça demande un effort d'aller chercher dans l'évaluation, selon votre contexte dans lequel vous travaillez, de quoi moi j'ai absolument besoin pour commencer quelque chose et qu'est-ce qui peut être remis à plus tard. Excuse-moi. Non, vas-y, finis, j'ajouterai après. J'allais dire, ça appelle, vous voyez les mots réadmission immédiate des personnes connues. Encore là, c'est peut-être pas obligé d'être pour tout le monde, mais ça, c'est vrai, pas juste pour les équipes en TAO. Quand un dossier est fermé parce que la personne ne vient plus, probablement parce qu'elle ne va pas très bien et qu'elle revient, comment est-ce qu'on peut ne pas répéter la roue et faciliter le processus de réadmission en sachant que le phénomène de l'itinérance, de la dépendance, de la grande précarité sont des phénomènes souvent au long cours et qu'on ne pourra pas résoudre ça très, très rapidement. Donc, de même, dans notre organisation de service, réfléchir le fait qu'il va y avoir des hauts et des bas et qu'il faut attraper les personnes quand elles sont en bas puis les ramener en soins et services les plus vite possible. Voulais-tu commenter, Karine, sur le précédent? Non? OK, parfait. C'est bon, t'as tout dit. En fait, non, peut-être reviens, juste rappeler aussi que même quand il y a une liste d'attente, même quand on ne sera pas capable d'offrir dans l'ici et maintenant quelque chose, encore une fois, ça appelle qui on est à l'aise de mettre sur une liste d'attente maintenant, puis qui on n'est pas à l'aise, puis on veut tout de suite aller vers, prioriser. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On vous a mis en bas notre image du matériel essentiel de réduction des méfaits, mais c'est aussi quelque chose qui peut être proposé. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites dès la première rencontre, même s'il y aura une liste d'attente, et s'assurer qu'il y a des mécanismes pour réévaluer les personnes ou en tout cas les soutenir pendant cette période-là, qui peut être longue, dépendant des endroits puis des ressources qu'on a. Donc, de prévoir aussi que les gens vont peut-être se détériorer, qu'il faut qu'on ait une façon pour ces personnes-là de savoir quoi faire, puis de tout de suite positionner certains services très simples comme l'analoxone si on est chez quelqu'un qui consomme des drogues illicites, comme le matériel de consommation, et aussi la mise en lien avec les organismes communautaires de votre région. Donc, il y a un filet social autre que celui du réseau qui est déployé dans toutes les régions. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer au moins que ce filet-là peut être mis autour de la personne pour pas qu'elle se retrouve seule pendant la période d'attente? Et on avait eu la chance de rencontrer des équipes, Marie-Ève, quand on a fait les projets de recherche auparavant, là, qui, eux, ont réfléchi autrement la réflexion. Là, je reviens avec un exemple là, de troubles d'usage d'opioïdes, mais c'est parce que c'est sur ça qu'on cherchait des initiatives intéressantes au Canada. Puis on avait découvert, par exemple, à Halifax, une équipe qui, eux, avait des listes d'attente beaucoup trop longues, avec peu de ressources à Halifax pour répondre aux besoins des gens qui avaient un trouble d'usage d'opioïdes. Puis il y avait un autobus qui se promenait dans des quartiers plus éloignés, proches de leur service, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de services, puis s'assurait justement d'offrir la liste de matériel essentiel en réduction des méfaits, mais qui rencontrait aussi les gens qui voulaient avoir un TAO, puis qu'eux avaient décidé de donner, mais là, chaque juridiction a sa façon de faire, mais eux, de la façon, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'on va donner 40 de méthadone aux gens qui souhaitent avoir de la méthadone en attendant qu'ils puissent avoir plus, puis augmenter la dose avec un suivi avec une équipe, mais au moins, ils ont quelque chose car ils attendent et ils ne vont pas bien. Fait que des fois, de sortir la boîte, réfléchir autrement, prendre la situation autrement, puis dire qu'est-ce que je peux offrir en attendant que cette liste d'attente-là, la personne y soit, pour être sûr d'avoir un lien, puis qu'il y ait un espace de confiance, puis de relation qui s'établit avant même que le service optimal soit offert. Donc, en tout cas, il y a plein de belles choses qui existent ailleurs là, quand on gratte un peu, puis je pense que dans notre discussion, ça va être intéressant de vous entendre sur vous faites comment vous réfléchissez autrement, justement, l'évaluation, l'accès, l'attente en attendant. Donc, il y a plein de belles choses qui existent. On peut réfléchir autrement.
Et donc, à la diapo suivante, vous voyez à droite mon graphique chouchou que je radote, qui est un graphique qu'on voit sous d'autres façons, mais c'est la même chose qui est dite en santé mentale, dans les maladies chroniques. C'est un peu une espèce de hiérarchisation des soins ou de comment est-ce qu'on priorise. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, de toute personne n'a pas à être égale une fois évaluée parce qu'on va rencontrer des gens en grande situation de précarité. Peut-être que ces gens-là doivent avoir une intensité de service ou une priorisation plus que d'autres, mais comment on le fait, puis comment on le fait pour différents sujets, à l'école, puis il y a du jeu, itinérance, etc. Toute personne en situation d'itinérance n'a pas la même précarité non plus, etc., etc. Ce que ce graphique-là nous rappelle, c'est qu'effectivement, plus la personne est en situation de précarité, plus l'intensité de soutien, que ce soit en attente ou pendant les services, est importante, mais aussi plus on devrait intégrer l'offre de services sur place pour que les principaux besoins soient répondus au même endroit, en sachant que ce n'est peut-être pas nécessaire quand la personne va bien, pas en grande situation de précarité, elle peut aller chercher à plusieurs endroits son offre, mais quelqu'un très désaffilié, peut-être qu'on va devoir avoir un panier de services assez important in situ pour s'assurer que ça se passe et qu'on diminue les barrières à l'accès. Après, l'autre grande question, c'est que nos outils d'évaluation, ce que Rachel a montré, ce qu'on fait en dépendance, premièrement, c'est assez intéressant de voir comment ces outils-là se ressemblent dans les questions et à quel point je pense que une des morales de l'histoire, c'est qu'on gagne à brouiller cette frontière-là qu'on a mis historiquement là, entre la dépendance, l'itinérance et la santé mentale. Là, on s'entend que souvent, c'est toujours les mêmes patients, c'est juste que ce n'est pas les mêmes silos. Mais si on veut faire les choses comme il faut pour les patients, on se rend compte qu'on finit par pas mal tous évaluer les mêmes choses et peut-être même réévaluer plusieurs fois quand la personne n'est pas dans le bon service, puis elle recommence. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Comment est-ce qu'on peut, avec le consentement du patient, faire suivre des choses pour pas que le patient ait se répéter? C'est la première grande question, mais la deuxième grande question, vous voyez là, dans le deuxième picot, les outils d'évaluation spécialisés permettent d'identifier avec la personne plusieurs besoins non comblés, allant du volet très santé physique, TSS, au volet santé mentale, logement. Comment est-ce qu'on fait pour que cette évaluation-là se décline en plan de match? Autrement dit, que ce ne soit pas juste évalué pour évaluer, puis avoir les réponses dans nos cases, mais qu'après ça, se fasse un plan de match avec ça. Et ça revient au panier minimal de services. On vous a remis là, le lien, puis peut-être qu'on pourra le mettre dans le chat. Ah ben voilà, et que c'est bien organisé. Donc, comment est-ce qu'on peut amorcer des choses qui vont être très utiles pour la personne? Vous avez des infirmières dans vos équipes, peu importe. Bien, une infirmière, ça peut faire le dépistage des ITSS et si elle a son permis, les traiter. Il existe plein d'ordonnances collectives. Est-ce qu'on ne veut pas inscrire ce patient-là au guichet d'accès pour avoir un médecin de famille si ce n'est pas le cas? Est-ce qu'on ne veut pas commencer son processus allégé pour faire la RAMQ? Donc, ne pas juste dire « ce patient-là n'a pas eu de dépistage ITSS depuis les 6 derniers mois et mon Dieu, il est très à risque ». On peut procéder, donc commencer des choses en attendant que ce patient-là se retrouve vers son équipe, donc de décliner notre évaluation en plan de match, en choisissant des choses qui sont réalistes, mais en reconnaissant de façon commune qu'il y a des choses très simples qu'on peut faire tous en même nos équipes, et ça revient encore une fois au graphique. Plus on évalue des gens qui sont en situation de précarité, plus on devrait être en mesure de déployer ces plans de match-là à même les équipes pour les personnes en situation de précarité. Alors, je termine avec cette diapo-là, puis ensuite, on ouvre à la discussion. Je vous pose à peu près 1000 questions, donc vous pourrez choisir. Puis on sera vraiment intéressé de voir les initiatives et les trucs que vous avez trouvés pour opérationnaliser tout ça. Mais au bout de la ligne, le souhait concernant l'évaluation, et je vous rappelle que chacune des propositions du guide ont été déclinées pour qu'est-ce que ça veut dire pour les équipes, qu'est-ce que ça veut dire pour le volet organisationnel des services
de santé et des services sociaux. Puis, on a même la bulle pour les usagers des services. Donc, si vous êtes une équipe au sein d'une équipe de soins qui offre des soins et des services, bien, l'évaluation spécialisée, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a l'évaluation, mais le jugement clinique a toujours préséance et on peut ne pas tout faire parce qu'on pense que c'est délétère, que la personne n'est pas en mesure de le faire. Et on peut juger des éléments qui sont incontournables dans le présent contexte et peut-être laisser les choses de côté ou remettre à plus tard. On peut collaborer avec la personne pour bien choisir le contexte de soins qui répond le mieux à ses besoins et à sa situation. Ça appelle tous les corridors de services et ça appelle, entre autres, toute l'importance du lien avec les CH, les hôpitaux, les urgences, les milieux internes, parce que oui, ça se pourrait que avant d'avoir des soins en externe, bien, cette personne-là est tellement instable qu'on va vouloir lui faire un petit séjour à l'interne pour X, Y raison. Mais on va vouloir continuer après et s'assurer d'être bien arrimé. Et comment est-ce qu'on peut soutenir la personne en attendant, incluant le matériel essentiel. Donc, naloxone, 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 pour tous les gens qui voient des personnes qui consomment sur le marché illicite, on devrait être en même de distribuer à même nos équipes. On a eu une lettre du ministère à cet égard-là. Et donc, de l'implanter, puis ça, c'est une mesure très simple qu'on peut faire dans un premier contact. Les personnes peuvent partir avec leur trousse, avec leur matériel, etc. Pour le volet du réseau de la santé, c'est de réfléchir par équipe en fonction de quel est le service que vous donnez, comment on peut réduire le délai entre l'évaluation et le service qu'on veut. C'est quoi qu'on veut dans notre service en premier? Donc, comme on vous donnait l'exemple, en TAO, ce qu'on veut, c'est la molécule dans la bouche du patient. En médecine, on fait beaucoup ça. Il y a plein d'interventions. On calcule le door to needle. Quand vous faites une crise cardiaque, entre le moment où vous faites une demande, vous arrivez avec des symptômes, puis vous avez une coronarographie pour vous débloquer votre artère, on calcule ce temps-là. Mais c'est à peu près c'est le même indicateur en TAO, le door to TAO, et dans vos autres services, bien, ça va être le door to what? Qu'est-ce que vous visez? C'est quoi? Puis qu'est-ce qu'on doit prioriser? Puis enlever les embûches entre la demande et ce service-là. Je pense que je l'ai radoté, donc je vais y aller rapidement, mais adapter les trajectoires de soins aux besoins à l'intensité de soutien de la personne pour pouvoir prioriser certaines personnes que vous ne reverrez pas sinon, qui sont en situation de grande précarité. Instaurer des espaces de concertation et des corridors de services fluides entre les équipes qui travaillent auprès des personnes en situation de vulnérabilité, parce que oui, ça se peut que les gens ne vont pas cogner à la bonne porte parce qu'il est complexe, notre réseau, puis c'est difficile de savoir comment, où, pourquoi cogner. Et vous assurer d'avoir le matériel essentiel de réduction des méfaits sur place en tout temps et de le remettre aux personnes qui viennent chercher des services. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de crise des surdoses et qu'il y en a plus de 500 décès par année au Québec. Donc, on est au cœur de la bête, les équipes en dépendance itinérance santé mentale. C'est une action simple, donner de la naloxone. Donc, c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer là, en 2021. Fait que Karine, je te laisse lancer la période de discussion, mais je vous ai tellement bombardé de questions. Sentez-vous bien libre de répondre là, ou de présenter des initiatives, des idées que vous avez eues là, sur l'ensemble des choses qu'on a vues. Donc, on vous a déposé ici juste pour se remettre en tête, là, parce que là, il y a eu plein de choses qui s'est dit, on a donné plein d'informations. Donc, c'était les questions un peu qu'on vous avait lancées là, lors de l'entrée d'agenda pour se préparer à la rencontre. Mais je suis certaine que vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir lancer la discussion. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous inviter à ouvrir vos caméras. Ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde qui est avec nous aujourd'hui pour pouvoir se voir puis discuter ensemble. Puis, donc, en bas, il y a un petit bonhomme sourire avec un plus là, qui est marqué réaction. En dessous, si vous cliquez dessus, vous pouvez lever la main avec... mais sinon, si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas grave, vous pouvez faire un signe de la main et je vous donnerai la parole. Donc, moi, j'aimerais peut-être qu'on commence la discussion. Puis là, je choisis comme ça une question qu'on se posait, nous, dans l'équipe, mais comment, avec les embûches et les complexités qu'on a dans le réseau de la santé actuellement, manque de personnel, le personnel qui bouge, mais malgré tout, là,
pour les personnes en situation comme de plus grande, avec un profil plus complexe, avec des troubles cognitifs, comment vous adaptez le processus d'évaluation? Est-ce qu'il est adapté? Comment vous l'utilisez? Comment vous le réfléchissez, le moment de l'évaluation? Comment vous l'utilisez à son maximum pour vous assurer de répondre avec ce que vous êtes capable de répondre là, pour offrir des services quand les gens viennent cogner chez vous pour chercher. Je pense que ça serait aidant de nous entendre puis de réfléchir un peu là-dessus pour se donner des trucs pour essayer de trouver comment on pourrait être meilleur puis plus efficace. Andréane, je ne sais pas s'il y a des choses qui te viennent en tête que tu aurais le goût de nous partager. Je voyais dans tes yeux, on dirait que tu parlais avec tes yeux. Je ne sais pas si tu veux y aller. Ah, il y a tellement de choses à dire. En fait, on parle quand même de nos portes d'accès, là. À Morcis, Santé du Québec, on s'est fait un AO centralisé, donc un numéro de téléphone unique pour les partenaires, pour les gens de la population. On essaie de favoriser le plus possible les références des partenaires avec un formulaire le plus simple possible pour éviter que l'usager ait à se répéter, là. Mais on ne se cachera pas qu'entre la demande de service, qui est souvent très complète, versus des évaluations NIDEP, qui est aussi très complet, mais il y a beaucoup de choses qui se répètent entre les deux. Puis on a développé pratiquement des experts des demandes de services qui, tu sais, quand on se parle de raccourcis, là, qui pourraient quasiment être en mesure de mettre un niveau de soin quasiment à partir de la demande de service, qui pourrait quand même accélérer le processus parce que autant au niveau du TAO, ce qu'on veut le plus rapidement possible, c'est la molécule dans la bouche, mais pour les autres usagers, ce qu'on veut, c'est l'intensité de service requise le plus rapidement possible, qui est soit souvent de l'hébergement ou un service externe, mais c'est ce qu'on va aller chercher rapidement. Je pense que nous aussi, ce qu'on a fait, c'est d'essayer quand même d'accepter que certains usagers rentreront pas dans les délais. Puis ça fait partie de la réalité clinique que certains usagers, ça va prendre plus de temps pour les évaluer. Puis peut-être qu'on ne sera pas capable de les évaluer la première rencontre. Puis c'est ça, c'est explicable. Puis il y a certains usagers qu'on est mieux de prendre notre temps, comme on se disait tantôt, puis qu'on va accepter de y aller à leur propre rythme, puis on va être en mesure de le justifier dans nos redditions de compte aussi. Essayer d'adapter l'évaluation aussi. Je pense que aussi le fait que dès la demande de service, nous, on assigne des intervenants pivots. Donc, c'est le même intervenant qui va faire l'évaluation, qui va faire le suivi avant et après l'épisode d'hébergement si requis. Donc, c'est toujours la même personne et ça, c'est très facilitant. On va avoir aussi au niveau du TAO une équipe d'infirmières. Ça va toujours être les mêmes infirmières, la même équipe, avec un numéro de téléphone qui peut rejoindre aussi. Fait qu'on essaie de simplifier le plus possible. Mais je pense qu'une clé, c'est aussi d'être proche de nos partenaires communautaires pour qu'on puisse rapidement pouvoir se revirer de bord quand on a des situations de grande précarité où on a à mettre en place rapidement un traitement. Pour les inductions de Suboxone, parfois, je sais que les médecins font des inductions directement en pharmacie. Donc, au lieu là, de faire revenir l'usager pour faire l'induction en clinique, ben, directement à la pharmacie, ça peut se faire. Donc, on essaie vraiment de jongler pour échapper le moins possible d'usagers aussi. Fait que, il y a plein de choses, mais c'est ce que je voulais dire dès le départ. Plein de questions, puis ceux qui ont des questions pour Andréane, je n'y pas, plein de pistes d'action vraiment intéressantes, mais comment vous faites, Andréane, justement, quand la demande, c'est un TAO, la personne est balancée tout de suite vers l'équipe, puis l'équipe fait son évaluation? Oui, bien, quand c'est un TAO, dès la demande de service,
ce qu'on va faire, c'est que déjà, les intervenants qui font les demandes ou qui reçoivent les références sont déjà très habilités à repérer des gens plus vulnérables ou quand c'est des TAO. Donc, ils vont faire tout de suite, l'intervenante va faire le lien avec l'infirmière TAO et le rendez-vous sera fixé tout de suite avec l'infirmière. Donc, l'infirmière va pouvoir, dès la première rencontre, faire l'évaluation si c'est possible, mais déjà aussi remettre le matériel, discuter des molécules. Mais après ça, on reste quand même vulnérable par rapport aux disponibilités médicales aussi, là. Fait qu'il faut qu'on ait un médecin qui puisse débuter, mais des fois, on peut le faire, puis des fois, c'est plus complexe. On a aussi un IPS-SM, donc qui fait aussi des traitements, fait que ça aussi, ça l'a accéléré beaucoup, là. Ça diminue les listes d'attente, puis ça peut aussi faciliter les arrimages quand on a des cas on the spot, là. Peut-être juste pour rappeler aux gens la différence entre l'IPS-SM et l'IPS-PL. L'IPS-SM est en capacité de diagnostiquer un trouble d'usage lié à l'utilisation d'opioïdes pour débuter un TAO, alors que l'IPS-PL ne peut pas diagnostiquer le TUO, mais elle peut poursuivre ou ajuster les prescriptions par la suite, là. Donc, c'est des rôles différents qui sont limités là, selon leur peut-être que, Andréane, ce que je voudrais ajouter sur ce que tu disais, on est en train de travailler dans l'équipe à un outil pour essayer de vous aider à comment faire pour optimiser la couverture médicale, là. Donc, des trucs où aller cogner avec qui, quand, comment vous pouvez demander les choses pour organiser vos services. Donc, on souhaite travailler sur ça, là, que ça sorte au courant vers la fin de l'hiver, là. On planche sur ça en ce moment, là, d'un outil que vous allez pouvoir utiliser là, comme gestionnaire sur comment je peux essayer de trouver des solutions quand je n'ai pas une couverture médicale optimale pour offrir des soins là, en dépendance ou auprès des populations en situation de précarité. Donc, on va vous mettre au courant là, quand il va être prêt, il va être dans notre bulletin, là, vous allez l'avoir, puis on va vous le répéter là, dans les rencontres qu'on fait avec vous. Amélie Brousseau a levé la main. Karine, oui, juste excuse-moi. un petit complément, effectivement, là, vu que je me sens interpellée par le phénomène du manque de médecins, c'est quand même quelque chose que vous nous avez nommé et que plusieurs des régions vivent, là. Donc, effectivement, autrement dit, votre premier joueur, c'est des IPS, là, maintenant, avec un rôle de plus en plus grand au niveau de la dépendance. Mais Andréane a aussi un peu lancé le pavé dans la mare, mais vos pharmaciens communautaires, pour ceux d'entre vous qui ont des enjeux au niveau du TAO, sont de plus en plus habilités pour faire des inductions, suivre le patient, évaluer à la hausse ou à la baisse. C'est un rôle qui n'est pas encore solidement assis, mais c'est possible. Donc, si vous avez des pharmaciens champions dans votre région, puis que vous manquez de docteurs, vous avez des pharmaciens qui sont ouverts, il y a certainement ça, puis on est disponible pour les soutenir. On est en train, encore une fois, de travailler des outils pour que les pharmaciens communautaires se sentent plus à l'aise de, par exemple, modifier des doses à la hausse de méthadone, de Suboxone, etc. Puis, mettons qu'on sort du TAO, juste quand même vous rappeler que l'INES vient de sortir 2 gros trucs en dépendance qui vont beaucoup déloader vos équipes et clarifier les rôles. Un, des guides d'usage pour méthadone, buprenorphine, naloxone, qu'on pourra vous mettre dans le chat. Et 2, tout le volet sevrage d'alcool externe, interne, prescription de médicaments pour l'abstinence et bilan en ordonnance collective quand il le faut là, pour vos infirmières. Fait que là, on est vraiment en train de baliser la pratique, de déloader là, le volet médical si c'était un de vos enjeux. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses, là, puis je m'arrête là, qui ont été déployées récemment, là, qui viennent quand même changer le visage de notre organisation clinique. Mais vas-y, Amélie, je m'excuse. Amélie, si tu veux te présenter, vous dire dans quel contexte tu travailles? Amélie Brousseau, je suis gestionnaire au CIUS Mauricie Centre du Québec. Donc, je suis gestionnaire avec Andréane, mais pour une autre zone. Donc, je ne reprendrai pas tout ce qu'Andréane a dit, qui est extraordinaire. Peut-être juste rajouter que, tu sais, notre grande sensibilité, effectivement, à ne pas exposer les usagers à des traumatismes qui ont vécu tout ça. Puis, le fait que les usagers nous ont souvent dit dans des activités de feedback que l'évaluation, ils trouvent ça long, ils trouvent ça lourd. Ce qu'on a développé aussi, c'est un mécanisme d'accès
avec les organismes communautaires qui font de l'hébergement. Donc, ça nous permet aussi de limiter beaucoup les évaluations. Donc, par exemple, dans une séquence où un usager viendrait dans nos services externes, irait dans une RHD, retournerait dans les services externes, il pourrait faire 3 évaluations IGT grâce à ce mécanisme d'accès-là qui prévoit un transfert des évaluations pertinentes, des plans de traitement, des pistes cliniques. Juste au niveau des évaluations, l'usager fait seulement un IGT. Donc, c'est quand même parfois désagréable et confrontant pour certains usagers, mais au moins, ça l'est juste une fois. Puis ça permet d'arriver cliniquement plus vite aussi à quelque chose là, dans la vie de l'usager. Ça, c'est un raccourci aussi qu'on a pris là, pour faciliter notre travail comme intervenant, mais pour faciliter le travail aussi que les usagers ont à faire. Par contre, on ne peut pas ne pas nommer qu'on est tous d'accord, je pense, qu'on a toute la même vision, qu'il y a certains usagers qui ne fitent pas avec l'évaluation standard telle que proposée, qu'il faut trouver des raccourcis, puis tout ça. Puis c'est un bel exercice de se présenter les raccourcis, puis peut-être de s'échanger des trucs, mais en même temps, on ne peut pas ne pas nommer que ça serait intéressant aussi que ce soit formalisé au niveau des recommandations par rapport à l'évaluation des usagers, parce que j'ai parfois des intervenants qui cliniquement ont une belle lecture de l'usager, puis c'est vrai que ça n'a pas d'allure de faire une évaluation complète maintenant quand ils arrivent dans les services, mais en même temps, ils se sentent toujours un peu délinquants par rapport aux recommandations, tout ça. Donc, ça serait le fun, puis c'est l'expression d'une fantaisie, d'un fantasme, là, mais ça serait le fun qu'à un moment donné, on ait des guidelines clairs, puis qu'il y ait une pratique claire ou homogène aussi d'un service puis d'une région à l'autre. Ça permettrait que les raccourcis qu'on prend, qui sont remplis de bonnes intentions, soient des bons raccourcis, qui soient appuyés sur quelque chose, puis qu'on ait une lecture puis une orientation commune. Voilà. C'est Noël, c'est le temps de faire votre liste, c'est parfait. Merci, Amélie. Martin Dumont, si vous voulez vous présenter. Bonjour, Martin Dumont, chef de service zone centre en Mauricie, centre du Québec. Je suis le 3e du trio. Il n'y en a pas d'autres, n'ayez crainte, on ne monopolisera plus au niveau des chefs de service. Par contre, on a d'autres qui sont participants aujourd'hui. Ce que je veux juste mentionner, un autre élément qui est important chez nous, que je considère important, c'est la mise en place d'un service de garde médicale. On a un groupe de médecins chez nous qui se sont associés puis ont offert à tous les médecins de la région qui sont auprès des clientèles avec lesquels ils ne sont pas habitués, utilisateurs d'opiacés qui se présentent à l'hôpital ou en cabinet avec des douleurs ou des trucs comme ça, ils ont mis en place une garde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a des médecins qui acceptent de prendre de la clientèle TUO en clinique privée et qui font référence, puis ils vont chercher l'expertise auprès de nos médecins. Ce qui fait qu'on vient d'augmenter le nombre de médecins prescripteurs, mais aussi la disponibilité des médecins, parce qu'on a une énorme région, on va de la Tuque à Drummondville, Plessisville. C'est immense et ce n'est pas tout le monde qui a cette mobilité-là de se déplacer dans les centres où on a le service TUO. Et ce que ça permet, c'est de diffuser l'information, de permettre aux gens d'accéder rapidement à cette clientèle-là. Il y avait Caroline tout à l'heure qui mentionnait l'histoire du NIDEM qu'on veut revoir pour l'adapter à ce que nos infirmières l'utilisent. Parce que quand la dernière version du NIDEP est sortie, les infirmières sont tombées dessus puis ont fait « Oh, wow, on le veut ». Sauf que l'outil n'était pas adapté. Ça fait qu'on travaille à l'adapter actuellement. Donc, il y a des travaux qui sont en cours. Et le souci qu'on a par-dessus tout, c'est que ce soit un outil qui rapidement nous permet de statuer sur tous les éléments dont on a besoin pour prendre une décision puis orienter rapidement le traitement. Plutôt que d'avoir un outil qui nécessite plusieurs phases, on se dit si on avait tout d'un coup, ça nous permettrait répondre rapidement aux besoins de l'usager. Et si on répond rapidement aux besoins de l'usager, on a beaucoup plus de chances de l'amener à adhérer au traitement et à maintenir cette lien instrumental, je dirais, d'utilité qu'il va percevoir chez nous. Mais un coup que cette perche-là est tendue, on a une porte, on a un canot d'ouvert avec cette clientèle-là. Donc, c'était les 2 points que je souhaitais apporter aujourd'hui. Oui, puis c'est très intéressant, puis je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent commenter, mais effectivement, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, quand on fait cette évaluation-là, on se rend compte qu'on a plein de pistes d'intervention dans le ici et maintenant, même si on n'est pas tout de suite en train de commencer le TAO, mais il suffit d'utiliser l'opportunité d'avoir la personne devant nous et de dire « OK, on commence un bilan ITSS, on te vaccine, on te met sur la liste pour un médecin de famille. » Il y a plein de choses qui sont très rapides, qui peuvent être super cost-effectives, qui peuvent tout de suite être déployé, puis qu'on ne prend pas beaucoup cette opportunité-là. Fait que là, on a comme fait notre job, on a évalué,
mais on pourrait faire les deux. On pourrait commencer une réponse, même si ce n'est pas la réponse ultime là, que la personne attend parce qu'on veut aller vers autre chose, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire dans le in-between. Puis, tu sais, j'ajouterais, Marie-Ève, à ce que tu dis, au-delà de la performance puis de réussir à commencer une offre, il y a la satisfaction de la personne d'être reconnue dans sa demande aussi. Elle n'aura peut-être pas ce qu'elle veut au moment où elle fera la demande parce qu'on n'est pas capable d'offrir l'assiette au complet, le menu au complet, mais du moins, et on est en action avec elle et on avance avec elle à régler certaines choses pas à pas. Puis la question qu'on pose, elle sert à quelque chose parce que si la réponse est non ou j'ai besoin d'eux, mais on travaille sur ce qui vient de sortir, puis on offre quelque chose à la personne. Donc, se sentir reconnu dans ses besoins, c'est la base même là, pour n'importe qui. Là, je veux dire, quand on va chercher un service, on s'attend à avoir une réponse à notre service. On va chercher vers les professionnels de la santé. Donc, d'offrir quelque chose, je pense, ça l'atténue aussi beaucoup d'attentes et de déceptions qui pourraient arriver par la suite là, en commençant par quelque chose avec les gens. Mais c'est super, bravo, gang Mauricie Centre du Québec. C'est vraiment super intéressant. Vous écoutez une belle réflexion sur comment arrimer tout ça dans ce grand territoire-là. Là. Puis le mentorat aussi, là, sur ce que Martin avançait, là, ça fait partie aussi de dans nos propositions là, du guide, là, si vous voulez traverser, l'importance du mentorat. On ne peut pas être expert en tout le temps et tout savoir et avoir la réponse à tout, mais on en a des experts un peu partout. Fait que comment on peut utiliser ces experts-là pour soutenir? Puis c'est ce qui permet aussi de déployer un offre de services auprès de médecins de famille et pas toujours dans nos services spécialisés parce que les gens n'ont pas toujours besoin de cette intensité-là. Puis l'intensité est changeante. Puis tant mieux quand ils ont besoin moins de soutien. On n'est peut-être pas obligé de leur dire, bien, si tu es avec nous, tu es obligé de venir à tous les 2 mois pour nous rencontrer. Mettons l'énergie là où il le faut. Puis quand les gens auront besoin d'aide, mais comme équipe spécialisée, on sera là pour répondre puis assurer de soutenir l'équipe qui est avec la personne là, dans son suivi de santé. Donc, vraiment, chapeau. C'est super intéressant de vous écouter. Est-ce qu'on a d'autres collègues qui voudraient parler d'enjeux ou de réflexions qu'ils ont eues? Kevin, t'ouvres-tu ta caméra pour dire quelque chose? Non, juste parce que je voulais que tu me vois. Là. Ah, bonjour Kevin! Bonjour. Qu'est-ce que vous faites quand vous tombez sur des gens qui, effectivement, nécessitent des services de façon un peu plus urgente? Avez-vous des critères? C'est qui ces gens-là? Les balises du ministère sont de plus en plus floues à cet égard-là. Fait que c'est qui vos urgents? Vous faites quoi avec? Comment vous les priorisez? Y a-t-il un fast track pour certaines personnes? Oui, Amélie. Toujours Amélie Brousseau encore de la Mauricie Centre du Québec. Donc, finalement, on est 3, on parle à tour de rôle. Non, mais peut-être juste, nous, c'est une grande source de souffrance, les gens en grande souffrance, c'est le cas de le dire, parce que il y a un côté très subjectif qui dépend de l'évaluation de l'intervenant, qui dépend de l'auto-évaluation de l'usager qui peut varier d'une journée à l'autre, qui dépend aussi, on va se le dire, de l'intérêt de l'intervenant à faire des outils d'évaluation spécialisés et de son confort. Donc, il y en a qui ont la situation de crise ou la précarité facile pour sauter les évaluations ou les remettre à plus tard. Donc, nous, la ligne de conduite qu'on s'est donnée, c'est que c'est une mesure d'exception de ne pas passer par le cheminement standard, donc faire les outils d'évaluation spécialisés en premier, que c'est quelque chose qui est quand même possible, mais que ça doit faire l'objet d'une discussion avec le chef de service ou avec le SAC. Donc, concrètement, si un intervenant évalue que là, c'est pas le bon moment, la personne est en crise ou la personne, on se dit intellectuellement n'est pas apte à comprendre un outil ou tout ça, ils peuvent faire autre chose, ils peuvent faire une évaluation plus sommaire, mais ils doivent quand même valider. Donc, ce filet de sécurité-là permet que ce ne soit pas adapté à tous, que ce ne soit pas très, très large, mais que ça reste quand même une mesure d'exception. Puis les critères, c'est souvent les gens qui sont dans une situation de grande vulnérabilité, donc pas de téléphone, pas d'adresse, qu'on les reverra plus jamais si on ne les accroche pas lors du premier contact.
les gens, évidemment, là, qui sont dans des situations de crise suicidaire, homicidaire, autres crises. On a aussi, c'est un enjeu, ça, qu'on n'adresse pas beaucoup. Puis là, la situation ne s'améliorera pas nécessairement, mais toutes les gens que c'est une limitation intellectuelle, TCC, tout ça, donc qui ont de la difficulté à comprendre les questions, qui ne savent pas où ce qui était hier. Donc, ça aussi, là, parfois, là, ça fait partie là, des mesures d'exception là, qu'on développe des voies de contournement. Ces mesures-là, est-ce qu'elles sont explicitées ou ça s'est plus développé underground avec discussion clinique ou Elles sont nommées aux équipes. Là, je vois Andréane qui sourit. C'est une liste, Andréane, tu diras. Mais elles sont nommées aux équipes, mais elles ne sont pas explicitées. Puis on n'a pas une liste là, de il est le même, on peut sauter l'évaluation. C'est vraiment, voici des grands guidelines cliniques. Si jamais tu évalues que ton usager rentre dans ça, tu peux passer par un autre chemin, mais tu dois le valider avec un chef de service ou un spécialiste en activité clinique, juste pour être sûr de gérer les marginaux, puis d'être sûr que ça ne devienne pas tout le monde qui n'est pas dans des conditions optimum qui passe à côté de l'évaluation. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui ont des parcours similaires ou un système de priorisation underground ou pas underground? Je vois des collègues de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Comment vous gérez ça, les listes d'attente, les patients plus précaires? Je vais prendre la parole. De notre côté, en fait, dans chacun des réseaux locaux de services de la Gaspésie, j'entends, on a toujours des intervenants de première ligne qui répondent rapidement aux urgences. Donc, nous, les trajectoires sont assez rapides et claires, sauf qu'on n'a pas un même volume, fait que nos gens sont facilement connus, sont connus à peu près par le personnel. C'est sûr qu'on passe aussi par les AOR. Toutes les requêtes passent par le 811 ou par les AOR qui connaissent chaque intervenant en dépendance de chacun des réseaux locaux de services qui sont bien identifiés. Puis rapidement, les interventions se fassent même directement sur les unités ou dès l'urgence. Puis nous réfère les demandes en hébergement quand c'est nécessaire. Là, on s'assure d'avoir quand même un lit disponible en désintox quand c'est nécessaire. Dans chacun des réseaux locaux de service, il y a les cliniques TDO qui sont en place, bien évidemment, quand les médecins prescripteurs sont disponibles. Sinon, on a arrimé ça aussi avec les GMF. Puis il y a au moins 2 ou 3 médecins prescripteurs en Gaspésie à qui on peut se référer. Puis on est en train de mettre en place une clinique un peu mobile là, pour la péninsule du côté sud de la Gaspésie là, qui va se déplacer sur un grand territoire, qui va desservir 3 réseaux locaux de service. Donc, ça va être la même infirmière avec un médecin qui va assurer, qui va faire une clinique là, mobile. Parce que on a un grand territoire, puis il faut dire que dans certains secteurs, on voit une clientèle plus à risque, la communauté autochtone, la baie des Chaleurs. Il y a quand même un volume qui est important en TDO, entre autres. Là. Merci beaucoup, Sylvie. C'était super intéressant. Puis peut-être pour renchérir sur le volet des médecins prescripteurs, puis ce que vous nommez, là, vous êtes plusieurs à nommer le fait que faut réussir à pénétrer les GMF parce que le bassin de médecins est vraiment là. On ne suffit pas avec nos médecins spécialisés en CRD, puis souvent on n'en a pas beaucoup, puis pas beaucoup de temps. Puis pour rajouter à ça, on n'a pas vraiment la permission ministérielle en ce moment de faire ça. On est vraiment poussé à faire de la prise en charge en GMF. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là. Je vous invite là, à aller via vos DRMG, là, vos directions régionales de médecine générale. C'est vraiment les endroits où ils sont capables de voir sur le territoire quelle clinique est plus toxico-itinérance friendly, quel médecin prend quel genre de patient sur le guichet d'accès. Puis c'est là où vous pouvez faire vos plaidoyers, vos offres de parfait, prenez-nous des patients, on va vous soutenir, on va réévaluer le patient s'il se désorganise. Il y a vraiment quelque chose là, je pense qu'on n'a pas beaucoup investi. Mais l'autre chose pour les grands territoires aussi qui est devenu possible depuis la COVID et qui, je pense, si la tendance se maintient, ne va pas s'enlever, c'est la téléconsultation. On peut amorcer et suivre des patients en téléconsultation.
Et le collège nous l'a redit. Là, on pensait que l'amorce du TAO en téléconsultation n'allait pas rester, puis ça reste. Puis il faut que ça reste. Fait que ça vous enlève aussi la pression de toujours voir le patient des bisous. Il suffit qu'il y ait une modalité avec un organisme communautaire qui va mettre le iPad dans la face du patient ou peu importe. On peut développer plein de modalités créatives pour couvrir des larges territoires sans déplacer le staff nécessairement. Fait qu'il y a comme deux trucs là vraiment intéressants. Mais Sylvie, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Je m'excuse, je t'ai coupé. Non, mais j'allais juste dire que là, on a un médecin, Ben Willing, là, qui est de l'UMF du côté de la baie des Chaleurs. Puis elle, elle vend le produit, là, puis elle est bien impliquée. Donc, ça va être notre meilleure vendeuse auprès des autres médecins qui sont un peu réticents. Puis elle est prête à coacher, puis à faire du mentorat auprès des médecins, entre autres de Gaspé, des Îles-de-la-Madeleine, où il n'y a plus nécessairement de prescripteurs. Fait que c'est comme ça qu'on y va dans des petits milieux, qu'on utilise les gens qui sont acheteurs, donc qui sont bons vendeurs habituellement, là. C'est un peu ça, là. L'idée, c'est de faire de la contamination positive. C'est quand même une belle pratique qu'on a là, pour travailler auprès des personnes avec des troubles d'usage de substances ou en situation de précarité. Là. Je pense pour les médecins, là, c'est quelque chose d'intéressant puis d'agréable aussi là, d'avoir une relation privilégiée avec des gens là, qui ont besoin d'aide pour arrimer les services. Je pense qu'il faut le voir comme ça aussi. Là. Il y a quelque chose dans l'offre de services en santé et services sociaux d'intéressant auprès des populations. Ça rarement été mis sur les bancs d'école, puis de dire qu'il y a quelque chose de chouette dans cette pratique-là. Là, c'est pas, mais c'est en train de changer en ce moment là, dans les facultés de médecine, entre autres, là, ou comme à l'Université de Montréal, maintenant, dans leur corpus universitaire, les résidents sont obligés d'aller faire justement là, dans leur parcours, là, d'être initiés auprès des gens là, avec un trouble d'usage de substance ou en situation de précarité. Puis la majorité des jeunes médecins arrivent ensuite puis sont vraiment motivés à aller. Il y a quelque chose d'intéressant. Donc, continuez. Bravo Sylvie en Gaspésie, là, cette contamination positive-là avec votre médecin là, qu'on connaît bien. C'est une belle nouvelle. Puis c'est des belles initiatives, le mobile aussi, là, pour se promener puis aller vers les gens. C'est une autre chose aussi qu'on disait dans d'autres propositions. Là. Des fois, c'est pas juste de mettre en place des choses pour que les gens viennent vers nous, mais il y a des gens qui viendront jamais vers nous. Donc, comment qu'on peut aller vers eux sans être intrusif, puis justement s'assurer qu'on réponde à leurs besoins. Allô, Marie-Ève, si tu veux te présenter, je te céderai la parole. Oui, bonjour, Marie-Ève Coussard, je suis infirmière clinicienne au CRD, dans le Bas-Saint-Laurent. Je travaille notamment avec Dr Dufresne, que vous connaissez. Nous, au niveau de la contamination, je dirais que c'est débuté positivement. Dans le fond, Dr Dufresne partage la bonne nouvelle avec ses collègues médecins dans les GMF, mais aussi il a fait des présentations au niveau des psychiatres, au niveau des anesthésistes aussi. Fait qu'au niveau de la deuxième ligne, on commence à contaminer aussi au niveau du TO, puis au niveau aussi du personnel infirmier, parce qu'on se rend compte que l'expertise, même en santé mentale, au niveau du TO, c'est quand même limité, là. Fait qu'on partage aussi notre expertise avec nos collègues en santé mentale. Fait que ça va bien de ce côté-là. Super, belle nouvelle. Tu sais, l'idée, c'est ça aussi, là, c'est qu'il faut sortir du silo, arrimer les services, travailler avec les autres équipes pour s'assurer, dans le fond, que la personne ne recommence pas toujours à zéro son expérience d'entrée en service, là, mais qu'on s'assure de transmettre l'information et que la personne soit au fait que l'information va être transférée là, envers les équipes pour s'assurer de répondre à ses besoins. Luc, il y avait une main qui est disparue. Est-ce qu'elle est timide ou elle reprend? Bonjour Luc, tu peux te présenter? Ah, on t'entend pas. Luc, on t'entend pas du tout, en fait. C'est pas limitation de... Oui, peut-être juste fermer le micro et rouvrir, des fois, ça va fonctionner. Ah, ça ne fonctionne pas. Mais si tu veux, tu peux comme quitter la rencontre puis te réintégrer la rencontre, puis on pourra te donner la parole quand tu seras revenu avec nous là, pour qu'on puisse entendre ce que tu voulais nous apporter. Puis en attendant, bien, en fait, avant de vous poser une autre question, juste nous refléter, c'est quand même extraordinaire de vous entendre. On est presque rendu à faire une espèce de continuum ou une hiérarchie des soins par région
quel patient va dans un groupe de médecine familiale? Vos groupes de médecine familiale sont capables de toffer quoi comme niveau de sévérité et de précarité? C'est quoi le rôle du CRD versus d'un GMF, puis des GMF que vous avez sur votre territoire? Il y a peut-être des GMF plus timides, il y a des GMF plus robustes. La plupart de vos médecins vont avoir un pied dans vos services des DSMD, puis des pieds dans les GMF aussi. Là, fait que ça lubrifie quand même ça. Mais... Et Karine, oui, faut être ouvert. Pardon. Puis de voir effectivement, c'est quoi l'offre de service qu'on veut faire comme service spécialisé pour soutenir, réévaluer, mentorer, comme vous l'avez nommé, puis quel patient va être à bonne place, où? Quand les patients sont plus désorganisés en début de traitement, peut-être qu'on peut initier des choses dans des services spécialisés, puis dès que le patient se stabilise, tout le rendre vers la première ligne en restant disponible pour questions, mentorat, etc. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là. Même chose pour toutes vos urgences. Comment vos urgentologues, puis les équipes à l'urgence, vos équipes de liaison, ils ont besoin de quoi pour pouvoir initier des traitements on the spot, pour dire quelque chose, pour pouvoir faire des sevrages d'alcool un peu plus robustes, que vous puissiez avoir des ouvertures. Si vous faites des sevrages d'alcool en externe, ça ne se passe pas bien, puis vous avez besoin de rentrer le patient à l'interne. Il y a comme toute cette trajectoire-là, puis cette hiérarchie-là qu'on n'a jamais vraiment fait, puis on est rendu là dans plusieurs régions, là, fait que c'est quand même vraiment intéressant. Peut-être avant de donner la parole à Luc qui est revenu, puis en croisant les doigts que le son va fonctionner, je voulais juste vous dire, je voulais le repousser pour ceux qui ne sont pas au fait, là, on a créé un outil pour ce qui est de l'évaluation régionale des services. Donc, on l'avait fait avec le fonds d'investissement TAO que certains d'entre vous ont reçu, mais ça pourrait se faire pour n'importe quel autre service en dépendance. Là. En fait, c'est un outil qu'on a créé pour vous aider à cartographier dans votre région, c'est quoi les services qu'il y a, où sont vos amis communautaires, où sont les pharmacies communautaires, où sont les centres de détention provinciales, fédérales. Ça vous aide à mettre ça sur carte puis de voir un peu comment vous pouvez arrimer les services. Ça peut être vraiment aidant. Là, on va le mettre dans le chat. Ah, voilà, Annie vient de le pousser. Donc, gênez-vous pas d'aller le gratouiller un peu. Là, ça peut vous aider si vous voulez réfléchir là, puis optimiser l'offre de service. Là, c'est dans le chat sur notre site web. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions à propos de cet outil-là. On peut vous aider là, à démarrer ces travaux-là. Luc, on s'essaie. Ouvre ton micro, vois. Ah non, ça ne fonctionne pas. Peut-être si tu as des écouteurs de cellulaire que tu peux mettre dans ton ordinateur, on pourra t'entendre. Ou sinon ton cellulaire au pire, si jamais on est mal pris. Mais sinon, en attendant que la technologie du Bas-Saint-Laurent réponde à l'appel, je serais quand même curieuse aussi de voir si quand on vous parle de Trauma Informed Care, approche sensible au trauma, si c'est des choses qui, premièrement, que vous avez déjà entendues et peu importe, là, même si on n'a pas déployé ASIS, souvent on le fait, on l'a fait sans nommer ça comme ça. Fait que je serais quand même curieuse que vous vous sentiez que vous faites du Trauma Informed Care ou pas, qu'est-ce que vous avez déployé justement pour assurer de respecter ce rythme-là du patient, d'adapter les soins au niveau des contextes culturels, ethniques, LGBT, puis aussi justement qu'on ne retourne pas nécessairement dans des informations traumatisantes pour le patient s'il ne souhaite pas y aller. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des réflexions là-dessus, des choses en cours, des choses qui ont été faites à partager? Encore merci, désolée. Ça se peut que je pousse la balle un peu à Amélie, mais on a fait un super beau projet puis qui est toujours en cours avec les centres d'amitié autochtones pour développer une approche de sécurisation culturelle. Donc, la possibilité que les intervenants se déplacent dans les centres d'amitié autochtones
pour rencontrer les personnes qui voudraient avoir des services, mais aussi assurer une présence pour que les intervenants deviennent plus sensibles à cette réalité-là, puis que ça soit le plus facilitant possible. Donc, il y a eu quand même un super beau projet là, qui a été mené par Amélie avec les centres d'amitié autochtones. Donc, je pense que c'était naturel. En Mauricie, du Québec, on a quand même plusieurs communautés autochtones, dont qui sont quand même éloignées aussi, qui vivent une réalité bien différente des milieux urbains. Donc, je pense que ce projet-là a vraiment permis de rejoindre probablement une partie des usagers qui ne seraient jamais venus dans les services traditionnels de santé. Mais vu que l'intervenant se déplace, travaille en collaboration avec les intervenants des centres d'amitié, à ce moment-là, ça a pu être facilitant et sécurisant pour eux aussi. Merci beaucoup, Andréane. Je pense que c'est faire avec les autres aussi la solution. Hein, quand on veut essayer, là, c'est pas d'essayer de régler tout ça tout seul, puis c'est de travailler avec les autres qui sont là. Merci beaucoup. C'était super intéressant de vous écouter. Moi, je trouve ça super enrichissant d'aller chercher vos expériences et tout. Avant de terminer la rencontre, j'avais juste des petites choses à vous partager. Puis là, je vais revenir avec mon partage d'écran. Je vais essayer de faire ça comme bien. J'ai 2 écrans, des fois, c'est plus difficile. J'y arrive. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui, ça va. Je vais essayer de l'afficher comme il faut. Voilà. Donc, voilà. Des activités à venir, je voulais glisser un mot tout à l'heure. On a une activité, c'est gratuit, c'est à Montréal en présentiel. On souhaite que ça va fonctionner. On a vraiment une belle programmation. Si vous êtes intéressé à venir, ne tardez pas. Je ne sais pas combien on est rendu d'inscriptions, mais ce matin, on a 200 places. Puis avec la COVID, on est obligé de respecter les places. Ce ne sera pas diffusé non plus en ligne. Malheureusement, c'est beaucoup pour notre équipe de faire un événement présentiel et le mettre à la fois en ligne. Donc, dépêchez-vous à aller réserver vos places pour venir. C'est vraiment pour les gestionnaires, les cliniciens du réseau de la santé, des services sociaux qu'on a fait une programmation. Donc, allez-y voir la programmation. On souhaite vous avoir avec nous. Prochaine rencontre, 1er avril, on va vous envoyer l'entrée d'agenda sous peu. Mais pour ça, je vous rappelle que si vous répondez au sondage, ça va vraiment nous pister et nous aiguiller sur les thèmes qu'on va aborder avec vous pour la suite des choses. Donc, ceux qui n'ont pas encore répondu au sondage, je vous prierai de bien vouloir y répondre pour nous aider à répondre à vos besoins et de faire des activités qui vous correspondent. Donc, voilà. On voulait aussi vous mettre en rafale d'autres activités qui est en cours. Donc, en fin juillet prochain, il y a le colloque international SIDA, qui est la conférence SIDA qui va avoir lieu à Montréal. Il y a le 24e conférence mondiale en promotion de la santé à Montréal qui va avoir lieu également. Il y a plein d'événements qui s'en viennent. Conférence en santé autochtone et consommation et sevrage chez les jeunes en contexte de vulnérabilité psychologique de l'AIDQ avec l'Université de Sherbrooke. Tout ça est avec des liens cliquables. Là, vous avez reçu la présentation d'aujourd'hui, donc vous allez pouvoir cliquer puis vous rendre directement sur chacun des sites pour voir ce qu'il y en est. Donc, on voulait vous partager ces différentes activités. Et on vous remercie énormément pour votre présence d'aujourd'hui. Vous avez nos contacts pour nous joindre. Gênez-vous pas de passer le mot à vos équipes. Ils peuvent nous appeler s'ils ont des questions cliniques. On est là pour y répondre. Ils peuvent nous texter également sur la ligne d'appel, le téléphone. Ils peuvent nous écrire par courriel. Et la même chose pour vous, les gestionnaires APPR qui avaient des mandats organisationnels. Gênez-vous pas de faire appel à nous. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Si on n'est pas capable, on va essayer d'aller chercher dans nos collègues à travers le Québec, experts, ou qui ont vécu des situations semblables auxquels vous pouvez être confrontés pour vous mettre en lien avec eux. Donc, j'espère que la rencontre vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette rencontre avec vous. Merci, Rachel, d'avoir été avec nous. C'est fort agréable que tu viennes nous présenter les outils du CREMIS. Puis, je pense qu'il y a plein d'informations sur le site du CREMIS. Donc, allez-y, fouillez-là. C'est là pour vous. Ils les ont fait pour vous aider dans votre pratique organisationnelle. J'espère que la formule vous plaît. J'espère que vous allez remplir le sondage pour qu'on puisse rapidement vous envoyer l'entrée d'agenda avec la thématique qui vous correspondra pour la suite des choses. Donc, Luc, est-ce que ton micro fonctionne? Juste pour que tu nous dises au revoir ou...
Bon, ben ça ne fonctionne pas plus. Va falloir que tu aies des écouteurs pour notre prochaine rencontre pour qu'on puisse t'entendre puis s'assurer avec un micro qu'on comptait avec nous. Mais c'est pas force d'avoir essayé. Je pense que ça fait 3 fois que Luc quitte la rencontre et qu'il revient pour essayer d'avoir le son. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Bon temps des fêtes. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer un peu. Revenez-nous en force. Puis, à bientôt.